Aujourd'hui, on plonge dans un véritable monument du théâtre français, l'Antigone de Jean Anouilh, une pièce écrite en 1944 en pleine occupation. On va décortiquer ensemble son ouverture qui est absolument magistrale pour comprendre comment, dès les tout premiers instants, Anouilh met en marche ce qu'il appelle lui-même une implacable machine tragique. Le choix d'Anouilh est pour le moins radical. La pièce ne commence pas par de l'action, non, elle s'ouvre sur un personnage un peu à part qu'il nomme simplement le prologue. Ce personnage s'avance et avant même que l'histoire ne démarre vraiment, il va nous en raconter toute la fin. Et c'est là que c'est génial. Le suspense est complètement déplacé. La question n'est plus « que va-t-il se passer ?» puisqu'on connaît déjà la réponse. La vraie question devient « comment cela va-t-il se passer ?» Dès la première minute, le décor est planté. C'est la fatalité qui mène la danse. Le sort d'Antigone est scellé, il n'y a plus qu'à observer les rouages de la machine qui vont la conduire à cette fin inévitable. Le prologue ne se contente pas de nous spoiler la fin, il fait plus que ça. Il nous présente 7 personnages, un par un, en leur collant déjà une étiquette, un destin. L'histoire n'est pas présentée comme une suite de choix, mais plutôt comme une mécanique parfaitement huilée où chacun a déjà son rôle à jouer. Et voici notre personnage principal, Antigone. Le prologue ne la décrit pas du tout comme une héroïne classique rayonnante et forte. Au contraire. C'est la petite maigre, noiraude et renfermée. Et c'est justement de cette fragilité apparente que va naître le défi le plus absolu, la solitude face au pouvoir. En face d'elle, il y a son oncle, le roi Créon. Attention, ce n'est pas le grand méchant tyran. C'est un homme usé, fatigué par le pouvoir. Anouilh le dépeint presque comme un ouvrier de la politique, un homme qui a sacrifié ses rêves pour le jeu difficile de conduire les hommes. Son but, c'est de maintenir l'ordre coûte que coûte. Et imaginez la résonance de ce portrait en 1944, c'était d'une actualité brûlante. Et puis, autour d'eux, il y a les autres pièces sur l'échiquier. Aimon, d'abord, le fiancé, complètement tiraillé entre son amour pour Antigone et son père. Il y a Ismène, la sœur, qui, elle, incarne le désir simple de vivre, le bonheur. Il y a Eurydice, la reine silencieuse, qui tricotera en attendant que la mort frappe. Et enfin, le messager, celui qui sait déjà qu'il devra annoncer le drame. Pour chacun, la partition est déjà écrite, pas une note ne changera. Ah, cette description des gardes, elle est brillante. Ils sont là, à jouer aux cartes, complètement indifférents à ce qui se trame. Ils ne sont ni bons ni mauvais. Ce sont juste des auxiliaires, des petits rouages de l'État, sans aucune imagination, qui vont exécuter les ordres sans jamais se poser de questions. C'est une vision glaçante de la banalité de l'appareil du pouvoir. Et voilà l'étincelle qui va mettre le feu aux poudres. C'est le point de départ de tout, l'édit de Créon. Une loi purement humaine, une décision politique qui vient interdire un rite funéraire considéré comme sacré. C'est cet ordre qui va obliger Antigone à se lever et à lancer la machine. Alors passons à l'action. Le prologue quitte la scène, la lumière change, c'est l'aube. Et là, Antigone rentre au palais, pieds nus. On comprend tout de suite, elle vient de dehors, elle a déjà désobéi. Son premier acte de défi a eu lieu hors scène, avant même le premier vrai dialogue. Ce face-à-face illustre parfaitement le fossé immense entre les deux sœurs. Ismène, c'est la voix de la raison, de la prudence, de la peur aussi. Elle veut vivre, c'est aussi simple que ça. Antigone, elle, lui oppose une logique complètement différente, une logique absolue, presque enfantine, à chacun son rôle, point. Elle n'essaie pas de se justifier, elle est son acte. Cette réplique, c'est vraiment le cœur du personnage d'Antigone. En disant ça à sa sœur, elle rejette le monde des adultes, ce monde où l'on doit comprendre pour mieux accepter les compromis, les petites lâchetés. Son refus de comprendre, c'est en fait un refus de la complexité morale. Elle lui préfère une certitude antérieure pure et totale. Maintenant que son premier défi est lancé, Antigone doit régler ses affaires, disons, terrestres. Elle doit couper les liens qui la rattachent encore à la vie, au bonheur. Et ça passe par une scène d'adieu absolument déchirante avec son fiancé, Aimon. On découvre ici une facette d'Antigone qui est vraiment poignante. Derrière la rebelle inflexible, il y a une jeune femme qui, pas plus tard que la veille, a tenté une dernière fois désespérément de s'accrocher à la vie, à l'amour, au désir. C'était comme un dernier contact avec le monde des vivants avant de s'en détacher pour de bon. Et là, le couperet tombe. Juste après avoir évoqué cette possibilité d'un amour total, d'une vie de femme, elle prononce ces mots terribles. C'est la rupture définitive. C'est le sacrifice conscient de tout son avenir personnel. La porte du bonheur vient de se refermer. Ce qui est glaçant, c'est le calme qu'elle affiche après le départ d'Aimon. Elle se parlait à elle-même comme si elle cochait une case sur une liste de choses à faire. Voilà, c'est fini pour Aimon. La tâche est accomplie. Elle est maintenant libérée de ses attaches personnelles et elle est entièrement disponible pour son destin. Bon, maintenant que tous les personnages sont en place, que les premiers actes irréversibles ont été commis, Anouilh fait entrer le cœur. Et le rôle du cœur, c'est de nous expliquer la philosophie de la pièce. En gros, de nous montrer le moteur qui fait tourner la machine tragique.
Voici la métaphore centrale de toute la pièce. La tragédie, c'est comme un mécanisme d'horlogerie, un ressort qu'on a tendu au maximum. Une fois qu'il est bandé à cause d'un petit geste, d'une petite décision, la mécanique se déroule jusqu'au bout, et plus personne ne peut rien y faire. C'est une vision de la tragédie qui est très particulière. Anne Will l'oppose au drame. Le drame, c'est le désordre, c'est plein de sale espoir, on peut toujours s'en sortir. La tragédie, elle est propre. Elle est même reposante parce que tout est déjà écrit, il n'y a aucune échappatoire. Et dans cette certitude absolue, il y a une sorte de paix, une paix terrible. Le Scher nous décompose le processus. Tout commence par une toute petite chose, presque rien, un petit coup de pouce. Mais ce geste initial, aussi anodin soit-il, suffit à enclencher une chaîne de conséquences que plus rien ne pourra arrêter. Le libre arbitre, finalement, il n'existe que dans ce tout petit instant du déclenchement. Et voilà la conclusion de cette philosophie. S'il n'y a plus vraiment de choix, alors il n'y a plus vraiment de coupable. Créon n'est pas le méchant, Antigone n'est pas la sainte. Non, ils sont tous innocents finalement. Juste des acteurs qui jouent le rôle qui leur a été distribué dans une pièce écrite bien avant qu'ils entrent en scène. La machine est donc lancée, les personnages sont en place, le ressort est bandé et le conflit est clairement posé. Toute cette ouverture magistrale nous laisse avec la question fondamentale, celle qui traverse les siècles depuis Sophocle. Face à l'inévitable, quelle loi doit l'emporter ? Celle de la conscience individuelle ou celle de la cité. Le mécanisme est enclenché et il ne nous reste plus qu'à le regarder se dérouler jusqu'à sa conclusion fatale.